Bienvenue à Question d'Info. Emmanuel Macron s'attache donc depuis un an à transformer la France. Alors après la promulgation par le président de la loi sur la SNCF, quel avenir pour la contestation anti-Macron et quelle stratégie pour la gauche de la gauche? Invité de Question d'Info aujourd'hui, le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens. Et à mon côté, pour vous interroger, Monsieur Quatennens, Fabien Rolland-Lévy du Point et Frédéric Dumoulin de l'AFP. Bonjour monsieur. La France insoumise donc n'aime pas l'Union européenne, du moins telle qu'elle fonctionne actuellement. Si elle exposait à l'occasion de ce Conseil européen à Bruxelles aujourd'hui et demain, à cause justement de la question migratoire, est-ce que ce serait une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous? L'Europe est en cours de dislocation. C'est ça qu'il faut voir. Elle est prise en étau entre d'une part l'extrême libéralisme, qu'incarne la ligne et l'axe Macron-Merkel, et de l'autre côté l'extrême droite, qui est pour le moment la réponse, la mauvaise réponse de mon point de vue, que les peuples trouvent à cette impasse. Il y a une alternative que nous devons pouvoir exprimer, qui est l'alternative humaniste et écologiste que nous prétendons incarner avec la France insoumise, et pas uniquement à l'échelle nationale. C'est la raison pour laquelle, par exemple, hier je me trouvais à Bruxelles, où nous essayons de construire et d'élargir un mouvement qui s'appelle Maintenant le peuple, qui vise à faire la démonstration que nous ne sommes pas isolés sur ces positions sur la question européenne. Pour nous, l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne, vous l'avez dit, est en train de rendre détestable l'Europe tout court. Et on va en parler un peu plus tard, mais on va vous poser des questions précises sur l'actualité concernant la crise migratoire et les migrants. Néanmoins, pardon, mais vous n'avez pas répondu à la formulation de Frédéric. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non, non mais ce qui est en train de s'exprimer de toute façon est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on voit bien l'incapacité de l'Union européenne à faire face à la situation. Ce que l'on voit et ce qui apparaît avec la question migratoire, c'est que l'Union européenne est capable d'imposer partout sa vision libérale, mortifère, et ses budgets d'austérité, mais qu'elle est incapable de faire face à une situation qui est sous nos yeux et à laquelle il faut faire face de manière rationnelle. J'observe que sur la question migratoire, le gros problème que nous avons, c'est qu'on ne traite pas finalement la seule véritable question qui mérite d'être traitée. Pourquoi les gens fuient leur pays et comment indique-t-on les causes? Comment peut-on agir au niveau européen, par exemple, pour faire en sorte que les gens ne soient plus poussés à la sortie. Ça me semble beaucoup plus intelligent à faire que de s'évertuer simplement à essayer de voir comment on peut éloigner nos frontières ou contenir les gens à l'extérieur. Ce n'est pas rationnel. Question migratoire, justement, Fabien Rolland-Lévy. Alors, il se trouve que dans la gestion récente de la crise migratoire, le président de la République française a critiqué les ONG dans la manière dont elles ont conduit le navire Lifeline à ne pas respecter les règles, c'est-à-dire d'avertir de sa navigation, de son cap et de sa position. Et voilà. Et tout ça pour essayer de mettre l'Europe devant le fait accompli et débarquer les migrants sur le territoire européen. Que pensez-vous de cette critique du président ? Je pense qu'Emmanuel Macron, comme sur un tas de sujets qu'on aura l'occasion d'évoquer ce soir, prend les problèmes par le mauvais bout. Pour ma part, je pense que la bonne réponse à la question migratoire est double. D'abord, parlons un instant des causes. Je les évoquais à l'instant. Il y a de multiples causes au fait que les gens soient poussés à sortir de leur pays. Et il faut rappeler en préalable que l'immigration est toujours une souffrance. On ne quitte pas son pays de gaieté de cœur. Il y a plusieurs causes. J'en vois trois essentiellement. D'abord, les guerres et les conflits internationaux. Au premier desquels, notamment, ce qui se passe au Moyen-Orient. Sur ce point, je pense que la France gagnerait à retrouver son indépendance, c'est-à-dire être non alignée notamment sur les États-Unis et l'OTAN, parce que depuis les derniers épisodes, elle manque de crédibilité dans sa capacité médiatrice. Pourtant, elle a cette capacité. Premier point. Deuxième point quand même, il faudrait qu'on puisse l'évoquer. Et d'ailleurs, quand vous parlez de guerre au Moyen-Orient, vous parlez de quelle guerre? Mais je pense par exemple à ce qui se passe en Syrie. Je considère que Emmanuel Macron, en suivant Trump dans cette logique guerrière, a manqué une occasion de faire une démonstration d'indépendance. Et je pense que l'indépendance, Monsieur Aziza, n'est pas l'isolation. Au contraire, la France a des capacités diplomatiques. Quand elle parle et quand elle prend des positions claires, elle peut être écoutée. De ce point de vue, je pense que l'action d'Emmanuel Macron a entaché durablement notre crédibilité à l'international. Ensuite, je vais évoquer le deuxième sujet, qui est la question des accords commerciaux inégaux. Sur ce point, je veux être très précis. Il faut que nous puissions nous interroger sur la responsabilité des politiques économiques que nous mettons en œuvre sur les phénomènes migratoires. Je prendrai un exemple pour illustrer mon propos, qui est par exemple le poulet subventionné. Quand les pays d'Europe subventionnent la production du poulet, et que le poulet que vous exportez se retrouve sur place, dans les pays africains par exemple, à coûter moins cher que le poulet qui court dans la basse-cour,
Que faites-vous sinon ruiner les capacités de développement économique des pays sur lesquels vous faites votre beurre économique? Et la troisième cause, la plus importante pour terminer, le changement climatique. On parle actuellement de 68 millions de personnes qui sont poussées à quitter leur pays. Figurez-vous que si d'ici à 2050 nous n'endiguons pas le changement climatique, ce sont des centaines de millions de personnes qui vont être poussées à la sortie. Donc la bonne réponse est à la fois dans le traitement des causes et ensuite par ailleurs. Une fois que nous avons fait ce traitement des causes qui aujourd'hui n'est absolument pas fait, quand les gens sont poussés à la sortie malgré tout et se trouvent à nos portes, il faut se coordonner au niveau européen et international dans le devoir d'humanité que nous avons à accomplir. Il est impensable, par exemple au moment de la crise syrienne, que l'Union européenne n'ait pas été capable de trouver une juste clé de répartition pour accueillir 160 000 personnes, alors qu'en matière économique, elle est capable d'imposer ses vues à tous. Alors on poursuit. Jean-Luc Mélenchon dit pourtant globalement ce que disent beaucoup d'Européens et de Français, c'est-à-dire que bon, une fois que les gens sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Les rejeter à la mer, dit-il? Non, c'est impossible. Donc il vaudrait mieux qu'ils restent chez eux. Et on précise que c'est dans son dernier livre. Hein, mais vous comprenez bien ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est que il faut essayer de faire en sorte que les lieux où vivent ces personnes au départ, les pays depuis lesquels ils partent, ne soient plus invivables. Et donc il y a des causes à traiter et nous ne le faisons pas. Regardez le débat asile-immigration en France. Il n'a été pris que sous l'angle comment éloigner les frontières, comment passer par exemple de 45 jours de rétention à 90 jours, ce qui devient de la détention. Mais ce que dit Jean-Luc Mélenchon par ailleurs, c'est une fois qu'on bien évidemment, mais une fois qu'on traite les causes, il faut ensuite effectivement se répartir l'effort au niveau du devoir d'humanité. Et de ce point de vue, moi je pense qu'au niveau international, par exemple, nous aurions besoin d'un organisme international sur cette question, sous l'égide de l'ONU, de la même manière que nous avons besoin d'une coopération européenne qui répartisse l'effort. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en cause, par exemple, la réglementation de Dublin, qui fait, vous le savez, que tout l'effort pèse sur les pays qui sont en première ligne, puisqu'ils sont les portes d'entrée. Je pense par exemple à la Grèce et à l'Italie, qui ne peuvent pas faire face. On ne peut pas construire l'Europe à deux vitesses. Ça ne peut pas être d'un côté le tout libéralisme imposé partout et de l'autre côté que chacun se débrouille pour faire face à un défi qui nous concerne toutes et tous. Alors on en vient à la situation en France. Ce jeudi marque la fin de la grève à la SNCF, en tout cas telle qu'elle avait été annoncée initialement par les syndicats. Fabien Roland-Lévy pour Le Point. Alors, après de longs mois de conflit, le président de la République a promulgué hier la loi de réforme de la SNCF. La question est la suivante. Est-ce que Emmanuel Macron vient, une fois de plus, de marquer un point, comme c'était la formulation que je reprends de Jean-Luc Mélenchon au mois de septembre? Alors, il y a 6 mois... Il avait dit ça par rapport à aux heures de travail. Ouais. Il y a 6 mois, quand nous le disions, c'était parce que le climat dans le pays était encore celui de l'attentisme par rapport à ce que ferait Emmanuel Macron. Et je pense que ça participe aussi du fait que ce premier point lui ait été accordé. Et là, c'est plus du tout le cas, selon vous? Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que pour la SNCF, la navette législative étant terminée, de fait, la loi est passée. Pour autant, je pense que, et vous le voyez, vous, en tant qu'observateur de la vie politique, la popularité d'Emmanuel Macron est largement maintenant entamée. Je pense qu'il aura fallu effectivement ces 12 mois pour que les Françaises et les Français comprennent bien quel était l'objectif d'Emmanuel Macron. S'il fallait le résumer à grands traits, pour moi, il a une mission, Emmanuel Macron, laquelle? Qui est d'achever ce que ses prédécesseurs n'ont pas su terminer. C'est-à-dire, quel prédécesseur? Eh bien, notamment Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, c'est-à-dire la logique de pousser à son maximum le curseur du libéralisme dans notre pays, tant et si bien que c'est un basculement de société qu'il nous prépare en réalité. Il y a fort à penser qu'à l'issue du quinquennat d'Emmanuel Macron, si tout se passe sans embarras pour lui, ce dont je doute par ailleurs, eh bien, il y a fort à penser que notre pays, la France, la République sociale, n'est plus le même visage après le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce que vous dites en filigrane, c'est que le président de la République, aujourd'hui, est affaibli. Clairement, il l'est. Ce n'est pas un hasard si 70% des Français considèrent que sa politique est injuste, et ils ont bien des raisons de le faire. Il l'est pour plusieurs effets. D'abord, il y a la forme de l'exercice du pouvoir, qui exacerbe à plein cette logique de monarchie présidentielle que nous dénonçons. Et on le voit ici à l'Assemblée nationale, par exemple, avec un exécutif qui malmène finalement le Parlement pour la raison que pour lui, la démocratie parlementaire est une perte de temps, un caillou dans sa chaussure. Et il sait que compte tenu du bloc majoritaire qu'il a, de toute façon, il aura toujours le tampon d'estampillage sur ses projets de loi. Donc il y a un mépris pour l'organisation démocratique de notre pays. Vous voyez qu'on va encore une nouvelle fois réviser la Constitution sans demander l'avis du peuple, c'est plus de 20 fois qu'on le fait. Et ensuite, sur la logique qui est la sienne économiquement, je demande à ce qu'on y regarde de près. Il a sa cohérence pour lui, Emmanuel Macron.
Il a dit je vais reverser finalement et permettre au capital de se libérer, parce qu'il fait ce pari, et moi je conteste l'idée qu'en politique on fasse simplement des paris, notamment en matière économique, mais il fait ce pari que c'est en faisant cela que l'économie va s'en trouver améliorée. Quel est le résultat ? Rapidement. Aujourd'hui, vous le voyez, cette accumulation de capital se fait au détriment de l'investissement productif. Les bénéfices ont explosé. Vous voyez notamment la rémunération du capital qui explose. Et pour autant, entre 2009 et 2016, on est passé de 42 milliards dans l'appareil productif de réinvesti à 22 milliards. Donc l'accumulation du capital se fait contre l'investissement. Et enfin, ça se fait contre les salaires. Ce qui fait que le pouvoir d'achat étant comprimé, l'activité du pays est atone. Donc les résultats économiques ne sont pas à la hauteur. La réforme de la SNCF. Oui, un mot quand même. Vous disiez que tout à l'heure, les sondages le prouvent, Emmanuel Macron est impopulaire. 60% de gens qui considèrent que c'est pas la bonne politique. Il y a encore plus de gens qui considèrent que les syndicats, CGT notamment, et Sudrail se sont fourvoyés dans cette grève qui est impopulaire. Oui, alors la question est la suivante. L'UNSA et la CFDT disent, comme prévu, selon le calendrier prévu, on arrête la grève. La CGT et Sud, cheminots, disent non, on continue, et ils prévoient une grève le 7 juillet, samedi de grand départ en vacances. Alors je voudrais savoir si vous êtes plutôt dans ce contexte-là, précis et concret, plutôt du côté UNSA, CFDT, des syndicats réformistes, ou du côté de la décision de CGT Sud. Bon, il ne vous aura pas échappé que vous n'interviewez pas ce soir un responsable syndical. J'avais prévu de vous dire que c'est un joker et que nous allons insister pour avoir... Oui, mais vous avez manifesté avec eux aussi. Je vais vous répondre. Moi, je pense que les syndicats seront responsables et auront à mener la bataille comme ils l'entendent, compte tenu du nouveau contexte qu'on connaît. En tout cas, il y a une chose dont je suis absolument certain. C'est que la bataille s'est menée à armes inégales. C'est-à-dire que on a assisté depuis le début, depuis que le gouvernement a posé l'idée de cette réforme du pacte ferroviaire, à une tentative de sa part de disloquer, de la part du gouvernement, de faire s'opposer finalement d'un côté les usagers qui subissent la grève et de l'autre côté les cheminotes, les cheminots mobilisés. Moi, ce que j'ai dit à la tribune de l'hémicycle, c'est que, de mon point de vue, et on peut en discuter, cheminots et usagers, c'est le même combat. Pour la raison que ce que fait Emmanuel Macron avec ce pacte ferroviaire, c'est simplement la traduction de directives européennes de Bruxelles qui veulent, quel que soit le secteur, qu'on ouvre à la concurrence, sans jamais se poser la question de l'efficacité réelle. Je prends l'exemple par exemple du marché de l'énergie. Qui peut nous faire la démonstration aujourd'hui que l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie a amélioré quoi que ce soit, pour le service, pour le consommateur. Oui. De la même manière pour la SNCF, je le dis, et je terminerai là-dessus, si vous voulez aller plus loin, on pourra, mais je considère que cette réforme ne va rien améliorer pour les usagers. Pire, je leur dis, les médias ont mis l'accent sur les grèves et les conséquences de la grève, je vous le dis, et l'avenir dira si j'avais raison ou si j'avais tort, je pense que les usagers ont davantage à subir des conséquences à moyen long terme de la réforme que des difficultés momentanées de la grève. Est-ce que la grève du jour de départ en vacances, bonne chose ou pas? Mais si vous voulez, Monsieur Aziza, la grève c'est un rapport de force. Qui a souhaité le rapport de force? C'est Emmanuel Macron, qui n'a laissé que cette option-là aux cheminotes, aux cheminots. Puisque visiblement, y compris la discussion parlementaire, ne permet pas de lui faire entendre raison. Monsieur Aziza, aujourd'hui, nous avons besoin d'un monopole public du rail. Je ne dis pas qu'il faut que tout soit monopolistique. Je ne dis pas que la concurrence n'est jamais bonne. Je conteste le fait, en revanche, et c'est ce que pensent les directives européennes, que la concurrence soit bonne en tout état de cause. Voyez-vous comment ils créent des marchés, même artificiellement, quand ils n'existent pas? Pensez-vous qu'à la même heure, sur les mêmes rails, nous allons avoir la circulation de plusieurs trains de compagnies différentes? C'est absurde. Si votre train devait arriver en retard avant l'ouverture à la concurrence, il arrivera tout aussi en retard après l'ouverture à la concurrence. On ne saura donc pas dans quel camp syndical vous êtes. Je suis dans le camp de ceux qui luttent et de ceux qui lèvent la tête et qui essayent de faire entendre, par les moyens dont ils disposent, raison à un gouvernement qui de toute façon ne les entend pas. Justement dans le camp de ceux qui luttent. Vous dites le président est affaibli, on voit les sondages, de fait il y a une baisse nette dans les sondages, mais la convergence des luttes dont vous parlez, en fait, pour l'instant on ne la voit pas, elle n'est pas effective. Est-ce que vous l'espérez? Comment et quand? Les gens sont pris à la gorge, voilà la situation. La politique d'Emmanuel Macron est rude, elle affaiblit l'activité économique du pays, elle poursuit l'appauvrissement des plus pauvres, il prétend leur donner plus d'opportunités. En réalité, notamment sur la question de l'emploi, c'est une situation de pénurie d'emploi que nous avons dans notre pays. Je veux rappeler ce chiffre d'un emploi non pourvu pour 44 chômeurs. Et Emmanuel Macron s'emploie à lutter contre le chômage de masse en précarisant l'emploi. C'est-à-dire qu'il fait un pari fainéant, de mon point de vue, qui est de dire on va lutter contre le chômage en développant l'emploi précaire, en facilitant les licenciements.
justement pour fluidifier tout ça. Le résultat, c'est que le chômage continue d'augmenter parce que la bonne réponse, dans le moment économique dont nous avons besoin, c'est une relance de l'activité. Celle-ci passe nécessairement par la relance du pouvoir d'achat. Or, Emmanuel Macron affaiblit tout cela. Donc, ce qui est en train de se faire, c'est qu'il y a une prise de conscience globale dans le pays, qui est en train de s'homogénéiser. Moi, je vois de plus en plus des gens, quel que soit le secteur d'ailleurs, quelles que soient même leurs appartenances politiques, poser un diagnostic de plus en plus clair sur ce que fait Emmanuel Macron. Il rend la vie plus difficile à la grande majorité dans ce pays. Et nous avons plus intelligent à faire. Donc petit à petit, ça vient. Notre tâche, à nous, en tant que responsables politiques, est de faire la démonstration que les excessifs, les exagérés, sont aux commandes. Alors, nous sommes les raisonnables de l'affaire et ils peuvent nous faire confiance pour la suite. Pouvoir d'achat, justement, Fabien Lévy. Oui, alors les députés, vos collègues de droite, Valérie Pécresse et Geoffroy Didier, Guillaume Pelletier, pardon, sont favorables à l'augmentation du SMIC entre 10 et 20%. Je crois que la France insoumise aussi. Du SMIC net, attention. Donc ça signifie. Belle nuance. Ça signifie que il y a des convergences. Non pas des luttes, mais entre vous et des députés de l'opposition. Bon, ça c'est le décryptage. Ou la présidente de la région Île-de-France. Ça c'est le décryptage qu'a fait du commerce, si vous me permettez. Mais décryptons les choses de manière. 20% net, c'est beaucoup. Décryptons les choses de manière économique. Néanmoins, c'est intéressant. Bruno Le Maire, sa position, c'est de dire il faut que le travail paye. Jusque-là, vraisemblablement, tout le monde est d'accord. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit on va supprimer les cotisations assurance chômage et les cotisations maladie. Donc, ce que vient de vous dire Bruno Le Maire le week-end dernier, c'est pour augmenter votre salaire, je vais procéder à la diminution de votre salaire. Car oui, et vous le savez, en économie, on vous explique ça, c'est du B à bas. Les cotisations sociales ne sont pas des charges, comme ils disent, mais bien des cotisations, une part socialisée de votre salaire. Donc, quand on vous dit en augmentant votre salaire net par la baisse des cotisations, on augmente votre salaire, en réalité, c'est votre pouvoir d'achat qu'on entame. Parce que ce que vous ne payez pas en cotisation, vous le paierez par ailleurs. Ça, c'est pour ce que fait Emmanuel Macron. Pour la proposition de la droite que vous évoquez, qui parle d'une augmentation du SMIC de 20%. Une partie de la droite, parce qu'elle est combattue par une partie de la droite. Oui, c'est vrai que vous avez raison de préciser que la droite n'est pas un tout aujourd'hui. Une partie de la droite. Il y a plusieurs droites. Une partie de la droite mélenchoniste. Hein pourquoi pas. Écoutez, en tout cas, ils ont encore quelques efforts à faire puisqu'ils proposent une augmentation du SMIC net, c'est-à-dire, vous l'avez vu, Valérie Pécresse notamment l'a dit, elle dit ça doit se faire avec une baisse de ce qu'elle appelle elle aussi les charges. C'est-à-dire en gros un SMIC qui serait augmenté mais avec des cotisations diminuées de 20%. Nous proposons une augmentation de 15%, ça porterait le SMIC à 1 326 €, mais une augmentation avec le même niveau de cotisation. Et nous pensons que c'est possible et que c'est nécessaire, notamment que c'est un des piliers de la nécessaire relance de l'activité. Enfin, sur cette question, nous pensons aussi que l'idée que nous avons portée pendant la campagne d'une meilleure répartition salariale, c'est-à-dire de limiter les écarts de salaire dans l'entreprise, est une idée vertueuse. Nous voulons limiter l'écart des salaires entre le plus bas et le plus haut dans l'entreprise de 1 à 20. Pour l'essentiel des PME, ça ne va pas être très compliqué. En revanche, pour les grosses entreprises, notamment celles du CAC 40, aujourd'hui on est dans un rapport qui est de 1 à 257. Je pense qu'on ne peut pas faire une société bien organisée avec de tels écarts. Si les grands patrons qui nous coûtent très cher et qui sont au-dessus de nos moyens veulent maintenir leur niveau de salaire, ils auront à augmenter tous les autres pour justement augmenter et faire en sorte et faire 1 à 20. Ce n'est pas confiscatoire, c'est vertueux et ça relancera l'économie. Alors on revient quelques instants en arrière sur le contexte social de ces dernières semaines. Frédéric Demoulin. Une autre lutte, celle qui était donc dans les universités. Votre collègue Éric Coquerel, votre collègue député, on l'a vu beaucoup aux côtés de ceux qui ont bloqué l'accès aux universités il y a quelques semaines. Vous avez d'ailleurs déclaré à ce moment-là, c'est sa place. Le mouvement est terminé, la réforme est passée. Finalement, ça a servi à quoi? Vous qui dites qu'il faut des actions concrètes. Ça a servi à quoi? Écoutez, la manière dont nous procédons depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron en tant que principale force d'opposition est double. Nous aurions pu faire le choix de déserter le travail parlementaire, de dire de toute façon, puisque rien ne passe, on n'a rien à y faire. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Vous le voyez, notre groupe est le groupe le plus actif à l'Assemblée nationale, ne dépose pas des amendements de principe ni pour faire de l'obstruction parlementaire, il fait des contre-propositions. En permanence, quand nous décryptons ce que fait Emmanuel Macron, nous nous efforçons systématiquement de contre-proposer. Nous ne nous complaisons pas dans cette logique d'opposition. Et ensuite, nous sommes également, c'est notre rôle de parlementaire selon nous, présents dans les mobilisations à l'extérieur, là où celles et ceux qui ont besoin de notre soutien le réclament.
Sur l'affaire de l'université, encore une fois, très rapidement, on marche sur la tête. Qu'a fait le gouvernement avec la logique de Parcoursup et de l'instauration de ce qu'on appelle rapidement la sélection à l'université? Nous avons la même proportion de bacheliers qui s'inscrivent en fac depuis des décennies. Par contre, il y a quelque chose qu'on aurait pu anticiper et qui n'a pas été anticipé, et vous le savez. C'est le baby-boom du début des années 2000. Oui, mais ça aurait dû être anticipé, comme vous le dites, y compris par les gouvernements précédents. 20 ans, hein. Vous avez raison. Sauf qu'aujourd'hui, la décision, encore une fois pour moi fainéante, de ce gouvernement, ça a été de dire on va adapter du coup le nombre d'étudiants au nombre de places disponibles. Voilà la logique à laquelle procède notamment Parcoursup. Je voudrais juste vous dire que nous aurions voulu faire strictement l'inverse, c'est-à-dire adapter le nombre de places au nombre d'étudiants. Parce que le rôle du service public de l'éducation n'est pas de faire la sélection entre nos jeunes, c'est d'assurer le fait qu'un maximum d'entre eux atteignent un niveau de qualification supérieur. Et figurez-vous que pour tous les défis que de toute façon nous aurons à régler, au premier duquel le défi climatique, il va falloir que dans tout le pays, le niveau de qualification soit augmenté. Alors avec aussi un autre dossier d'actualité, c'est le dossier du service national universel. Fabien Ronand-Lévy. Oui, alors cette proposition du gouvernement, cette proposition face au projet du gouvernement, est-ce que pour vous c'est une bonne idée, une bonne intention, et est-ce que le cas échéant vous voterez pour? En l'état actuel, en tout cas, non. Qu'est-ce qui manque alors? J'ai dit et je redis que sur le principe, il y a là pour le coup une bonne idée. Voyez-vous que quand c'est le cas, n'hésitons pas à le dire. Mais en l'état, c'est du bricolage. C'est-à-dire que pour satisfaire une promesse électorale, et parce qu'il n'a pas envie d'y mettre les moyens à la fois financiers, mais également dans la réflexion profonde de ce que peut être un tel service, Emmanuel Macron nous propose ce bricolage, c'est-à-dire en gros 4 semaines, avec 2 blocs de 15 jours dont on voit assez difficilement la cohérence, à peine 1 milliard, je crois, de financement, et même des capacités d'encadrement dont on voit mal la trajectoire. Nous avions formulé une proposition pendant la campagne présidentielle, nous la reformulons, d'un service que l'on appellerait le service citoyen. Je le dis tout de suite, ce n'est pas le retour du service militaire. D'ailleurs, vous n'avez pas fait votre service militaire, vous le regrettez ou pas de ne pas l'avoir fait? Non, je ne le regrette pas, mais en tout cas, le service citoyen qui est proposé, c'est quelque chose où, pour le coup, si j'étais plus jeune à cette heure, j'aurais bien aimé y passer. C'est l'idée que de 18 à 25 ans. C'est 9 mois pour vous. 9 mois, de 18 à 25 ans, rémunérés au SMIC, avec évidemment une limitation du casernement, on serait au plus proche chez les jeunes, avec le passage du permis de conduire, une mise à niveau et des examens en français, en maths, etc. et des examens médicaux également, et un mini service militaire, quoi. Non, mais là, pour l'instant, vous n'avez même pas parlé militaire. Il y aurait la possibilité, effectivement, d'une partie militaire avec maniement des armes, mais avec, et nous l'avons précisé, un droit à l'objection de conscience. Il ne s'agit pas d'obliger les jeunes à faire cela, mais c'est plutôt un service citoyen qui veut renforcer le cadre républicain, nous en avons besoin. Mais là, en l'occurrence, c'est peut-être M. Macron qui n'est pas suivi par sa majorité, puisque lui voulait quand même quelque chose dans la durée. Bah là, en tout cas, on voit bien que, clairement, je veux dire, quiconque sera concerné, y compris dans l'encadrement, on voit mal ce qu'on peut faire en 4 semaines. Autre réforme, pardon. Ça va peut-être un peu avec ce qu'on vient de dire. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite et prévoit que les enseignants apprennent la Marseillaise aux élèves à partir du primaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Ça fait partie de notre socle républicain. Donc, ah oui. Évidemment. Très bien. Et la dictée quotidienne? Est-ce que c'est notre socle républicain? Je ne sais pas. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une bonne idée en termes de pédagogie. Après, il faut regarder de plus près. J'ai pas d'avis à vous donner. Donc comme vous êtes ça, quand même à la volée. sur un certain nombre de propositions. Mais qui a dit le contraire, Monsieur Aziza? Vous savez, moi, je constate. Non, mais moi, je vous ai dit quelque chose et je le répète. Personne à la France insoumise ne fait de l'opposition de principe. Moi, je ne me soucie pas, si vous voulez. Monsieur Caténins, il est quand même vrai que certains de vos collègues députés ne sont pas particulièrement friands de la Marseillaise. Donc, donc là, vous rigolez. Vous avez suivi la campagne présidentielle un peu ou pas? Non, mais vous avez vu quand même que dans tous les meetings de la France insoumise, on chante la Marseillaise et on déploie le drapeau tricolore. Enfin, sachez cela quand même. Dans tous les pays du monde et les organisations révolutionnaires, y compris, elles se revendiquent de leur drapeau national. Hein. Le drapeau national n'est pas l'appartenance de quelques-uns. Et on avance. Frédéric Dumoulin. Oui, sur la Cour des comptes s'inquiète une fois de plus en fait de la dérive des comptes publics de la France, donc qui est championne d'Europe, sinon du monde, de la dépense publique avec 56% du PIB. Dites-vous, comme M. Mélenchon en 2014, que la dette c'est de la rigolade? Alors, pour être précis... En sachant qu'il faut emprunter sur les marchés pour financer tout un tas de choses, de réalisations comme les retraites des fonctionnaires, tout ça coûte très cher.
Alors, mais sur ce point, je vais vous le dire, tout coûte très cher, monsieur Diza. Tout. La question n'est pas de savoir combien ça coûte, c'est de savoir est-ce qu'on en a besoin et combien on veut y attribuer en fonction des objectifs politiques qu'on se donne. Premier point. Ensuite, sur la question de la dette. Elle est, pour beaucoup, un argument d'autorité pour faire en sorte que toutes et tous nous regardions nos chaussures et nous disions qu'il n'y a aucune perspective économique. D'abord, sur la manière dont la dette est présentée. Vous êtes peut-être vous-même endetté au niveau bancaire. Vous serez surpris d'apprendre, en tout cas, que votre banquier ne rapporte pas le niveau de votre endettement à une année de votre production. Or, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans la dette nationale, on le rapporte à une année de PIB. C'est-à-dire que dans la manière de présenter les choses, tout de suite, ça alourdit. Si vous rapportez la dette à la durée moyenne des titres détenus, je crois que c'est autour de 6-7 ans, tout de suite, ça dégonfle la baudruche et on peut se calmer sur cet effet. Aujourd'hui, il faut dire que l'endettement en soi n'est pas un problème. On ne peut pas traiter la question des finances publiques de la même manière qu'on traite le budget d'un ménage. En l'occurrence, nous avons besoin effectivement de déterminer quels sont nos objectifs politiques, quel type d'investissement nous voulons faire. Par exemple, nous proposons un plan d'investissement de 100 milliards, c'est beaucoup, pour avoir un volet d'entraînement dans l'économie, notamment avec la planification écologique qui irrigue toute l'économie. Emmanuel Macron fait d'autres choix, notamment le reversement de plusieurs dizaines de milliards aux plus riches de ce pays, avec l'efficacité très limitée que l'on voit au bout de ces 12 mois. Bref, nous avons des capacités budgétaires. Ensuite, quand même, on manque parfois de volonté politique. Sur la question de l'évasion et de la fraude fiscale, tout de même, il y a des travaux parlementaires que je veux saluer, qui ont été faits, qui ont chiffré ça à 60 à 80 milliards. Si vous rapportez ça à la tête de chaque contribuable, cette affaire nous coûte 1 600 € par an et par contribuable, la fraude et l'évasion fiscale. Donc encore une fois, pour résumer la logique, oui, tout coûte cher, mais ce qu'il faut faire, c'est quel type de société voulons-nous et quels moyens nous y allouons. Alors avec des critiques qui viennent concernant Emmanuel Macron, qui viennent même de certains qu'on a considérés comme proches de lui, Frédéric. Oui, enfin, donc Jean-Luc Mélenchon avait applaudi lorsque Alexis Tsipras avait pris le pouvoir en Grèce. Et aujourd'hui, dans le Point, le Premier ministre grec, qui a obtenu de ses créanciers de l'Union européenne, du FMI, une certaine autonomie. Enfin bref, il a en partie achevé la mission de redressement du pays. Eh bien, Alexis Tsipras dit que, au regard du programme et du programme extrêmement coûteux de Jean-Luc Mélenchon, il pense que Mélenchon n'a pas vraiment envie de gouverner, que s'il arrivait au pouvoir, il ne saurait pas quoi faire. Et donc c'est suite à ce que vous venez de répondre là. Eh bien, je veux. Qu'est-ce que vous dites à Monsieur Tsipras? Je veux rassurer Alexis Tsipras. Votre ami Alexis Tsipras. Nous saurions faire, et je regrette. Et vous souhaitez arriver au pouvoir? Bien évidemment. Je veux dire, nous ne faisons pas ça pour témoigner. Toute la logique et toutes les étapes que nous franchissons visent à faire la démonstration de notre capacité à gouverner. Oui, si demain les Françaises et les Français décidaient de nous confier les clés du camion, nous saurions faire et nous ne les emmènerions pas dans le mur comme est en train de le faire Emmanuel Macron. Et vous les emmèneriez Je vais m'arrêter un instant comme ça s'est passé en Grèce, justement. Alors, Alexis Tsipras est arrivé au pouvoir en Grèce dans un contexte particulier. Vous aurez noté quand même que la Grèce, au moment où il arrive au pouvoir, pèse 2% de l'économie européenne. Ça lui donne donc des capacités en termes de négociation qui sont limitées. La France pèse 15 à 18% de l'économie européenne. Nous, ce que nous disons, c'est que l'Union européenne a complètement dévoyé l'Europe de nos rêves. C'est-à-dire que s'il fallait résumer à grands traits cette Union européenne, et ce qui fait d'ailleurs qu'elle est en train de se disloquer, comme on en parlait en début d'émission, c'est que la logique, c'est on a empaqueté entre eux des pays qui ne sont pas harmonisés socialement, pas harmonisés fiscalement, et on leur a dit battez-vous entre vous et que le meilleur gagne. Ça produit un effet où, comme la compétition se mène notamment sur le prix, c'est toujours le moins-disant social qui gagne, entraînant tous les autres pays d'Europe. Voilà en gros ce qui se passe. Social. Et donc, nous pensons qu'il y a la nécessité, pour mener une politique humaniste, écologiste et progressiste, de rompre avec le cadre actuel de la construction européenne. Il ne s'agit pas de dire on jette l'Europe par-dessus bord. Pas de faux procès, s'il vous plaît. Il s'agit de dire que l'Union européenne n'a pas le monopole de l'Europe, s'il fallait dire autrement. Et que cette construction de l'Union européenne est en train de disloquer l'idéal européen. C'est ce que vous avez dit un peu. Et nous avons besoin de rompre avec le cadre des traités actuels. Ces traités actuels interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, dire que le dumping social est un dommage collatéral, c'est faux. C'est l'essence même de cette construction européenne. Nous faisons la démonstration qu'il y a une autre réponse possible à l'échelle européenne, parce que nous ne sommes pas des isolationnistes, pas des nationalistes. Nous voulons faire la démonstration qu'il y a la place pour une Europe des peuples souverains. Aujourd'hui, cette Europe s'est construite contre les peuples. Souvenez-vous quand même qu'en 2005, ici, nous avons voté. Et que le peuple a dit non à ces traités spécifiquement, pas à l'Europe tout court, à ces traités. Et qu'avons-nous fait?
nous n'avons pas respecté le vote démocratique. On va parler. Donc les cicatrices finissent toujours par se rouvrir. Jean-Louis Borloo qui a parlé aussi, on va vous poser une question au sujet de ces déclarations. Justement, ce n'est pas un dirigeant de la France Insoumise qui a dit ça, mais Jean-Louis Borloo, votre collègue du Nord, enfin ex-collègue du Nord, qui a dit que avec le gouvernement actuel, c'est finalement qui a décidé d'arbitrer pour permettre à ceux qui courent le plus vite de courir de plus en plus vite. C'est une vision de la société qu'il trouve inefficace et dangereuse. Je suis absolument d'accord avec Jean-Louis Borloo sur ce qu'il vient de dire. Et vous lui dites bienvenue à la France Insoumise? Mais pourquoi pas? Bienvenue à tout le monde. Vous savez, à la France Insoumise, les portes sont très très grandes ouvertes. Ça vous plairait qu'il vienne chez vous? Mais il y a des convergences avec vous aujourd'hui? À une condition, si vous voulez. C'est-à-dire que la France Insoumise, je vous l'ai dit, ne se soucie pas de qui vous êtes ou d'où vous venez. Elle se soucie de savoir si vous êtes d'accord avec sa stratégie et si vous êtes d'accord avec le contenu programmatique. Je pense qu'à cette heure, soyez rassurés, Monsieur Aziza, Jean-Louis Borloo partage assez peu des éléments programmatiques portés par la France Insoumise. Vous l'entendez faire ces critiques très dures. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas d'autre chose à rajouter à ce qu'il dit. Je suis d'accord avec lui précisément sur cette déclaration à l'instant T. Mais vous savez, c'est logique. Si on part de ce principe que 70% des Français considèrent que la politique d'Emmanuel Macron est injuste, il y aura vraisemblablement dans 70% des gens qui, par ailleurs, avant le suivaient. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est en train de perdre encore plus les Français qu'il n'avait déjà pas gagnés, mais il est en train aussi de se mettre à dos celles et ceux qui avaient cru et qui avaient mis de l'espoir et nourri de l'espoir dans ce qu'il faisait. Ils sont en train de comprendre que les masques sont tombés et que cette politique n'est ni efficace ni pragmatique. Alors on avance sur Emmanuel Macron, on va vous poser quelques questions à propos du président Fabien Roland-Lévy. Oui, le président de la République était mardi au Vatican, il a été fait chanoine de l'église Saint-Jean de Latran, comme c'est une tradition. Est-ce qu'il s'agit pour vous, comme pour votre collègue Coquerel, d'une grave entorse à la laïcité? C'est Alexis Corbière qui est intervenu sur le sujet. Pardon, désolé, j'ai fait une confusion. Non, il n'y a pas de problème. J'espère qu'aucun des deux n'y verra. Évidemment, nous jouons collectif, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Non, bon, clairement, il y a eu, y compris dans la communication gouvernementale, une habileté qu'il faut démasquer, quoi. Quand Monsieur Griveaux, par exemple, dit c'est un titre laïque, vous savez qu'il y a une nuance entre laïque QE et laïque avec un C. Il y a les laïcs qui sont dans la population, parmi les religieux, des gens qui n'ont pas de fonction en interne, et puis vous avez ensuite la laïcité au sens de la loi de 1905. Donc c'est une habileté. Raisonnablement, personne ne peut penser que le titre chanoine de Latran n'a pas à voir avec la religion. Enfin, clairement, c'est un titre religieux. Donc vous auriez préféré qu'il... C'est une vieille pratique qui est même tombée d'ailleurs en désuétude pendant la monarchie, qui a été réhabilitée ensuite par Henri IV. Certains présidents de la République Mitterrand n'est pas allé, ont refusé d'y aller. Encore une fois, parce qu'à cette heure, nous avons besoin, je pense, au moment où la laïcité, y compris, a été dévoyée par certains, qu'en font un combat contre une religion en particulier, alors qu'en réalité, par qui je pense notamment à des gens comme Monsieur Valls, qui ont une certaine conception de la laïcité, qui fait en tout cas dans la manière dont ils le mettent en avant, oui, qu'on a l'impression... Sur le fond. Peut-être que sur le fond, il faudrait qu'on puisse en discuter, mais en tout cas, dans la manière qu'il a de l'employer, je vois que souvent, c'est contre une religion. La laïcité, il faut le rappeler, n'est pas... contre l'islam? Écoutez, en tout cas, c'est souvent contre l'islam qu'il s'emploie à mener la bataille. Est-ce que vous considérez que Emmanuel Macron, Manuel Valls sont islamophobes? Non, je ne dis pas ça. Franchement, les petites phrases et le buzz pour le buzz, vous m'aurez pas. Non, mais vous m'aurez pas. Ouais. Ce que je dis, si vous voulez, y compris pour revenir au sujet qui nous occupe du titre de chanoine de Latran de Monsieur Macron, c'est que dans le moment, nous avons besoin de renforcer ce que moi j'appelle les anticorps républicains. Et la laïcité en est un. La laïcité n'est pas un principe qui se fait contre les religions, ce n'est pas le combat contre une ou des religions, au contraire, c'est une méthode d'organisation que la République a adoptée qui permet la liberté de culte et de conscience à ce prix que l'État ne salarie ni ne reconnaît aucun culte. Or, je constate que, de par sa pratique, que ce soit le discours devant les évêques de France ou que ce soit le fait d'aller au Vatican pour se voir remettre ce titre, Emmanuel Macron a une pratique de la laïcité qui est à géométrie variable. Et je pense que la géométrie variable ne peut qu'affaiblir la laïcité qui a besoin aujourd'hui d'être réhabilitée et renforcée. On a beaucoup de questions à vous poser. L'industriel François Pinault a déclaré au Monde qu'il pensait ou qu'il craignait que le président de la République ne comprenne pas les petites gens. Jean-Luc Mélenchon a approuvé l'industriel François Pinault. Il s'est félicité de cette phrase. Donc, est-ce qu'un milliardaire... Même les milliardaires deviennent insoumis, voilà. C'est ça. Est-ce qu'un milliardaire peut comprendre... Mais ma question, c'est oui. Avec Borloo, est-ce qu'un milliardaire peut comprendre les petites gens?
Jean étant la terminologie favorite de Jean-Luc Mélenchon. Bon, encore une fois, Insoumis, Pinot. à part le choix du terme petites gens, Oui. qui signifie quand même aussi depuis quel point de vue vous parlez quand vous prononcez les choses de cette manière, sur le diagnostic, encore une fois, c'est comme Monsieur Borloo, l'analyse est la bonne. C'est-à-dire que c'est cette idée d'une France à deux vitesses, les premiers de cordée d'une part, mais on voit bien que finalement on se pose la question de savoir s'il y a une corde tout court, quoi. Donc cette logique-là est en train d'être partagée dans le pays par le plus grand nombre. Ensuite, sur la question des milliardaires, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une limite nécessaire à l'accumulation. Je ne dis pas, par exemple, qu'un grand patron ne doit pas gagner plus qu'un salarié, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis qu'avec de tels écarts, et je ne dis pas les patrons, parce que j'ai bien noté qu'il y a les très grandes entreprises dont j'ai parlé tout à l'heure avec des rapports... Et les PME, et les petites entreprises. Et les PME qui sont l'essentiel du tissu économique de ce pays. C'est pas son salaire qui est en cause, il est actionnaire de son groupe. Et on avance, on va parler pas de votre salaire, mais de votre parcours. Voilà. Et là, Adrien on va Quatennens. se diriger vers Lille. Vous êtes donc député de Lille. Vous l'avez emporté en 2017 de justesse face au candidat La République En Marche, après avoir obtenu le soutien du bras droit de Martine Aubry, de François Lamy. Est-ce que vous considérez que Martine Aubry, la dame des 35 heures, est une bonne maire de Lille? Il y a des choses qui ont été faites qui sont bonnes. Tout n'est pas à jeter. C'était pas la question. Est-ce que c'est une bonne maire? Oui et non. C'est une bonne réponse. Oui. Il y a des choses qui me conviennent, d'autres choses non. Je considère en tout cas. Alors, on va vous poser la question autrement. Dans le passé, on avait entendu le bilan globalement positif d'un certain dirigeant politique du Parti communiste. Est-ce que son bilan à Martine Aubry, il est globalement positif? Il est de plus en plus contesté, y compris sur des choix qui sont faits en matière d'urbanisme, y compris dans la gestion. Je pense notamment, là, il y a un grand débat autour d'un grand espace qui s'appelle la friche Saint-Sauveur à Lille. Et on voit qu'il y a, y compris dans les méthodes de concertation, des difficultés de la contestation. Pour résumer, à grands traits, ce que je pense, Martine Aubry avait dit en 2014 que ce serait son dernier mandat et qu'elle ne se représenterait pas. Donc vous souhaitez que ça soit son Elle l'a dernier pas dit mandat? officiellement comme ça, mais enfin bon, elle a dit que peut-être. Enfin bon. Alors, puisque vous travaillez avec l'AFP, d'après ce que j'ai compris, regardez, il y a une dépêche AFP qui est encore qu'on peut trouver, qui dit bien en 2014 que ce sera son dernier mandat. Donc nous positionnons en gens responsables. Il ne s'agit pas de mener une bataille contre quelqu'un, ni même contre Martine Aubry. Ce n'est pas le sujet. Si tant est qu'il y ait une transition à accomplir, nous devons nous comporter en responsables. Alors on va vous poser la question directement. On dit que vous, Monsieur Quatennens, vous voulez être candidat à la mairie de Lille. Et on dit que Martine Aubry voudrait y retourner elle aussi. C'est vrai ou pas, ou c'est exclu totalement? Ce qu'il y a de vrai absolument, c'est que compte tenu des positions acquises par la France Insoumise en 2017 sur Lille, avec Jean-Luc Mélenchon qui fait 30%, qui est le premier à la présidentielle, deux circonscriptions qui étaient acquises de longue main au Parti socialiste, qui sont maintenant dans le giron de la France Insoumise, nous avons une responsabilité. Depuis plusieurs mois, nous travaillons méthodiquement avec les acteurs de terrain à préparer un dispositif. Maintenant, la seule question qui vous intéresse, une liste, la France Insoumise. Il y aura une liste emmenée par la France Insoumise et toutes celles et ceux qui voudront travailler avec elle et qui déjà à cette heure le signifient. Sur la question de la tête de liste, je vais être clair avec vous. À cette heure, si je n'ai rien à vous dire, c'est que rien n'est encore décidé. Mais vous le souhaitez ou pas? Est-ce que vous voyez maire de Lille? Non, moi je me projette pas comme ça. Moi je me dis, je suis député, je viens d'être élu pour 5 ans, les gens m'ont fait confiance. S'il n'y a pas d'autre option gagnante que la mienne, j'aurai effectivement à prendre mes responsabilités. Mais pour tout vous dire, ce n'est pas l'option qui a ma préférence. Alors, par contre, c'est clair, le moment venu, nous ferons le choix gagnant. C'est clair, c'est notre objectif. Choix gagnant, ça nous conduit à parler, bien, vous savez de quoi? De la Coupe du Monde de football. Frédéric Dumoulin ou Fabien, l'un des deux. Oui. Est-ce que, alors, il y a eu hier, on a vu sur les réseaux sociaux que les tweets faits par certains responsables de la France Insoumise, dont vous d'ailleurs, ont été diversement commentés, on va dire. Monsieur Mélenchon a dit notamment joie pure, la Mannschaft est éliminée, trop fort les Coréens. Je tiens à préciser, c'était quand même les Coréens du Sud, hein, c'est pas les Coréens du Nord. Bon, sinon, et puis il avait dit juste avant, Panzer Merkel, le même jour. Bastien Lachaud lui a dit dans le même tweet, Battiston est enfin vengé, dégageons Angela Merkel. Pourquoi? Mais quel est le rapport entre le football et la politique? Et vous avez dit, on finit toujours par payer ses excédents budgétaires. Hein. C'était un peu plus subtil, faut le dire. Bon, en réalité, ce qui se passe, c'est que on est dans un moment où... C'est de l'humour ou c'est sérieux, ça? Non, mais c'est de l'humour avant tout, vous voyez bien. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un moment où la Coupe du Monde occupe l'essentiel de l'espace médiatique. Et nous sommes des responsables qui avons tendance, et c'est une bonne chose de mon point de vue, à tout politiser.
Bon, si on peut introduire un peu de politique dans la situation, c'est plutôt pas mal. Vous avez compris que nous, c'est pas ce que nous pensons, mais non, c'est de l'humour, mais c'est une manière de ramener des sujets sérieux politiques par le biais de l'humour. Nous, ce que nous disons, par exemple, sur la question de l'Allemagne, mais écoutez, aujourd'hui, c'est très clair que sans faire une opposition frontale avec l'Allemagne par principe, encore une fois, aujourd'hui, on le voit bien, l'Union européenne, si elle dysfonctionne, c'est aussi à cause de cette politique qui fait que, globalement, on aligne toute la politique économique sur les intérêts particuliers de l'Allemagne. Bon, voilà, donc c'est une manière aussi pour nous de le signifier, de le dire. Si les Bleus sont battus par les agents, d'abord et avant tout, vous direz, c'est à cause de la suppression de l'ISF? Non, je sais pas. Pourquoi pas, après tout, si vous avez des idées de me suggérer. Mais vous voyez, par exemple, sur le site de la France Insoumise, on fait quelque chose d'assez rigolo, ça s'appelle le FIFoot. À chaque rencontre entre deux pays, eh bien, il y a une petite note sur les rapports historiques et géopolitiques entre ces pays. Encore une fois, n'y voyez pas d'autre objectif que simplement d'essayer de ramener un peu de politique sur la table. Alors, on parle que de foot. Voilà. Et alors, on va parler d'autre chose. Les connotations politiques, pourquoi pas? Mais sur l'Allemagne, il y a quand même des petits relents. Pardon? Quel relant? Germanophobe. Non, personne. Non, écoutez, personne ne peut nous taxer de germanophobie. Le hareng de Bismarck, vous vous souvenez? Bien évidemment. Et Panzer Merkel. Le hareng de Bismarck est un bouquin qui traite de la question allemande, de la question européenne, et qui dit les choses. Mais ce n'est pas de la germanophobie. Il nous reste 2 minutes. Encore une fois, la germanophobie, ça veut dire qu'on aurait par principe une opposition. Non, nous ne sommes jamais par principe. C'est sûr. Panzer Merkel, c'est connoté. Nous n'avons que des discussions politiques de fond. Alors, discussion politique ou géopolitique, pardon. Fabien Roland. L'entreprise, certains dirigeants de l'entreprise de ciment Lafarge ont été mis en examen pour complicité, pour financement d'une entreprise terroriste et complicité de crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Cette affaire Lafarge. Eh bien, je veux que ça aille au bout parce que nous avions dénoncé ça très tôt. Je veux saluer d'ailleurs l'action de notre élu de Paris, Danielle Simonet, qui avait été la première à mener ce combat au sein du Conseil de Paris. Sur ce fait, inconnu de la majorité des Français encore, peut-être à cette heure, que quand on parle beaucoup de la manière de traiter le terrorisme ici et des logiques sécuritaires, il faut aussi parler de ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire le financement. Et on a appris effectivement que ce cimentier Lafarge, avait, pour pouvoir maintenir son activité, financé Daesh, notamment 13 millions d'euros, en Syrie. Vous savez, il y a quelque chose, encore une fois, qui participe d'une forme de cohérence. Au moment où on discutait de l'énième loi terrorisme dans l'hémicycle, la cour d'honneur de l'Assemblée nationale était en train d'être rénovée. Et moi, je sors des débats où on vient de parler de terrorisme. Je vois un camion d'un cimentier qui sort de l'Assemblée nationale. Lequel, à votre avis? Et alors, vous avez expliqué aussi que l'une des causes du terrorisme islamiste, ce sont les liens de la France avec l'Arabie saoudite. Le terrorisme d'extrême droite, des présumés terroristes ont été mis en examen hier après qu'ils aient projeté de s'en prendre à des musulmans. Qui en est la cause? Attendez, d'abord sur l'Arabie Saoudite, on pourrait parler par exemple de ce qui vient de se passer sur la conférence sur le Yémen, qui est complètement inconséquente, alors qu'on vend des armes à ceux qui ensuite font ce qu'ils font. Terrorisme d'extrême droite, quelle en est la cause? Rapidement. Écoutez, je pense qu'il y a de plus en plus une extrême droite qui est décomplexée, qui prévoit de passer à l'acte. Vous aurez noté que par exemple au sein du groupe parlementaire, nous sommes plusieurs à avoir été menacés directement, menacés de mort. Je pense que le gouvernement a eu la main faible, y compris par exemple dans l'épisode des Alpes, là où certains se sont amusés à faire des gardes-frontières à la place de nos organismes officiels. Clairement, le gouvernement doit prendre la mesure du danger. Il y a un vrai risque avec ces groupuscules d'extrême droite. Merci, c'est la fin de Question d'Info. Merci Adrien Quatennens d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.